Donc, comment dire, tout à l'heure, Céline Platel disait parler de reconstruction. Je crois qu'il y a encore pas mal de choses à théoriser et la mission de plus opérationnelle est certainement encore à théoriser. Donc, je vais essayer d'en rester aux faits, tout simplement, à la description, et puis on laissera les experts tirer les enseignements. Alors, cette mission d'appui, elle s'inscrit en fait dans un contexte. Alors, on va essayer de recadrer un petit peu ce qui s'est passé. Françoise Marche, tout à l'heure, certainement nous parlera en deux mots de l'événement météorologique exceptionnel. Quelques photos. Donc là, on est au cœur des Arcs dans l'après-midi du 15 juin. Le territoire concerné est immense, puisqu'on a 266 000 personnes qui vont être concernées le 15 et 16 juin, pour 44 communes. Les infrastructures ont été largement touchées. On a chiffré, je crois, M. S, à 1 milliard de dégâts. C'est à peu près le chiffre qui est sorti, aussi bien pour les particuliers, les agriculteurs, les entreprises, les collectivités. Des ponts, des routes sont partis à l'eau. Les voies ferrées ont été coupées pendant 3 jours. Et tout ça a généré énormément de choses dans les cours d'eau, donc beaucoup d'embâcles, artificiels ou naturels, tout ce qui est parti, voiture, on verra ça tout à l'heure. Et puis, aussi un autre élément, énormément de déchets, des centaines de tonnes, qu'on retrouve aussi bien sur la voirie, apportée par l'eau, dans les cours d'eau, et un déchet, c'est aussi une voiture qui a été mouillée, qui a été perdue, qui a été emportée, c'est un déchet. Énormément de débris aussi, puisque dans la phase de reconstruction, tout le monde va mettre ses déchets, tout ce qui a été souillé par l'eau, devant chez lui. Et bien entendu, des impacts énormes sur tout ce qui est réseau d'eau et assainissement, donc des coupures d'eau, de l'eau non potable pendant quelques jours, des sources et des captages qui ont été submergés aussi, et puis bien entendu des stations d'épuration le long de la nature de l'urgence qui ont été utilisées. Et énormément de logements, donc c'est là-dessus. Alors, sans m'étendre sur le dispositif de sauvetage des 15 et 16 juin, je crois qu'on a eu à ce moment-là une opération héliportée d'ampleur, 1300 personnes évacuées, donc 400 menacées par une mort immédiate, avec une vingtaine d'hélicoptères. La chaîne de commandement a été mise en place tout de suite, donc la salle que connaît bien Céline Platel, son jardin, son jardin, le centre opérationnel départemental en préfecture, avec un relais au niveau terrain, un PC de site, un poste de commandement opérationnel. Poste de commandement opérationnel qui a démarré dans les locaux de Carrefour, PC de circonstance, qui a permis quand même de faire en sorte que la nuit se passe au mieux avec les moyens qui étaient alloués. Et puis petit à petit qui s'est musclé dans la cour d'école d'artillerie, donc c'était des photos que vous avez vues passer dans la presse. Tout ça, derrière, il a fallu structurer l'intervention des différents moyens, les forces militaires de sécurité civile, les forces armées, les coordinations entre police et gendarmerie, bien entendu, toutes les bénévoles, tous les comités communaux, les apports des communes. Matin, en descendant, j'ai cru rêver, il y avait la balayeuse de la ville de Sommières qui était en train de faire des travaux dans mon chemin. C'est là qu'on prend quelquefois l'ampleur de la crise. Ce poste a été délocalisé en sous-préfecture à partir du 21 juin et a fonctionné jusqu'au 8 juillet. Et toute une série de cellules interministérielles qui sont créées à l'initiative du préfet par an, quasiment tout de suite, dans les 2 jours. D'abord l'aide à la population, un chantier équipement et infrastructure, et un chantier soutien financier aux populations et aux collectivités, ainsi qu'un soutien à l'activité économique. Et là, je pense que la représentante de la CCI pourra détailler ce qui s'est fait après. Cette prise de conscience de l'ampleur de la catastrophe, je crois que même pour vous, côté préfecture, ça a été assez progressif. À la fois la surface géographique, c'était le premier élément, mais petit à petit, on a découvert que certaines situations pouvaient porter des dangers, à la fois au niveau de la salubrité, mais aussi de la sécurité des personnes. Salubrité, par les déchets, par les problèmes d'épuration, par les problèmes d'eau potable. Sécurité des personnes, parce que petit à petit, on a pris conscience de ce qui restait dans les cours d'eau. Par le nombre de collectivités aussi, par les populations, donc impactées par le détachement, dans leur déplacement au quotidien. Je vous rappelle que le pont de Tarandeau n'existait plus le 16 juin matin, et donc on coupait en quelque sorte cette partie-là. On n'avait pas d'eau potable, pas d'assainissement, pas d'électricité, pas de téléphone. Alors, la mise en place de cette mission d'appui, elle s'est faite quasiment tout de suite. Moi, je n'ai pas la mémoire, c'est
3 jours après, une idée géniale, on va dire, hein, de Vincent Barastier, qui dit 44 communes, la sous-préfète de Draguignan risque d'être mise en orbite, ne serait-ce que par le nombre d'interlocuteurs potentiels. Donc là-dessus, il a fallu en quelque sorte imaginer une réponse. Et on verra tout à l'heure au long de l'exposé que ces missions, elles ont évolué quasiment en permanence. À la fois en nature, en compétences, puisque au départ, 7 communes étaient touchées directement, enfin, concernées par la mission, et puis au niveau fonctionnel aussi, au fur et à mesure des déplacements, il y a des chantiers nouveaux qui sont sortis. Alors, qu'est-ce que ça a été? Ça a été d'abord un outil d'organisation, de proposition et d'organisation. Le général Tardif disait tout à l'heure, lorsqu'on a des bénévoles, il faut organiser tout ça. C'est-à-dire que là, il faut les encadrer. Bon, petit à petit, suivant les communes, la réponse aussi des officiers mis en place a été totalement différente. Le but, chaque fois, c'est que petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait faire émerger une structure locale de coordination et que cette structure soit pilotée par l'année. Et notre habitude de gestion des crises, des événements, fait qu'on a un certain nombre de réflexes qui vont simplement assurer que le sandwich arrive à l'intervenant, parce que faire avancer quelqu'un sans lui donner les forces, les moyens pour pouvoir faire, il faut y penser, le bouteille d'eau aussi en été, essayer de structurer les actions, parce que dans le mouvement brownien, ça part dans tous les sens, il faut essayer de prioriser les chantiers, sinon on va dégager d'un côté, on va mettre un beau tas de terre à un autre endroit, puis ce tas de terre, il faudra encore le bouger. Et puis, autre chose aussi, il faut arriver petit à petit que les services techniques municipaux, qui quelquefois ont été eux-mêmes touchés, puissent se recoordonner en quelque sorte. Alors, là-dessus vient ce qu'on a appelé l'appui aux communes, à la fois par les forces armées, par les bénévoles, les aides des collectivités, et lorsqu'on a une proposition qui arrive au niveau central, quelquefois, il faut les aider à s'engager. Donc les méthodes, c'est des méthodes propres personnel, soit officier de l'armée, soit officier de sapeurs-pompiers. C'est simplement de dériver de la connaissance et la gestion opérationnelle pour laquelle on est formé en gros du berceau jusqu'à la prise de fonction. C'est de faire en sorte que la structure se mette en place et que, en quelque sorte, dans ce cas-là, on va se décentrer. Cinquième fonction aussi, c'est un outil de renseignement. Puisque l'outil de renseignement, tout à l'heure on parlait d'éclairer l'avant, renseignement en termes civils, mais c'est de faire remonter ce qui se passe sur le terrain pour avoir une vue globale de la situation. Et ça s'est traduit pendant plusieurs semaines par un point de situation qui partait jusque sur le bureau du ministre, en quelque sorte, qui était en fait structuré de tout ce qui avait été recueilli par les personnels qui étaient en place. Alors comment ça s'est organisé? En gros, vous aviez, à partir du 23 juin, un chef de mission placé auprès du directeur des opérations de secours, la sous-préfète à Draguignan, donc une partie synthèse et reporting, hein, donc c'est simplement chaîner les renseignements, une mission code avancé, donc qui s'est remontée sur Draguignan, avec toute une série d'actions civiles, donc des actions initiées par les services préfectoraux autour du logement et du relogement, de l'eau, de l'assainissement et aussi des problèmes vétérinaires, des actions économiques et de tout ce qui est équipement, route, transport de personnes. Donc ça, c'est en quelque sorte la mise en place progressive dans un contexte de crise des services de l'État. Services de l'État qui, dans notre département, venaient d'être reformatés au travers de la révision générale des politiques publiques. Donc avec des personnes qui n'étaient pas forcément tout à fait complètement dans leur poste, mais qui ont donné beaucoup de cœur, beaucoup de temps pour faire le maximum. La partie force, donc plus classique pour nous, sapeurs-pompiers, les unités de sécurité civile, le délégué militaire départemental qui pilotait toute la structure des forces armées, bien entendu aussi une partie ordre public. Donc tout à l'heure on parlait de l'apport des militaires, mais il faut se rappeler que les militaires du 21e climat ont participé à des patrouilles conjointes de sécurisation avec les forces de police. L'armée dans la rue pour faire de l'ordre public, c'est rare, hein, et ça il faut s'en rappeler. La partie mission d'assistance opérationnelle, donc toujours les mêmes grands thèmes, recensement des besoins, coordination des forces locales, l'écoute des maires. L'écoute des maires, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Peut-être pas sur Fréjus, mais dans les toutes petites communes, on entendait des choses que les administrés n'entendaient pas. On
été quelquefois la soupape de sécurité. Les maires avec nous se lâchaient un petit peu. Et donc, je pense que ça les a aidés aussi à surporter la crise, à faire en sorte qu'ils puissent avoir une attitude digne, responsable dans leur commune. L'aspect psychologique, même pour les élus, ça n'a pas été ça. On l'a vu d'ailleurs dans les 2 phases de la MAO. Le 14 juillet est intervenu au milieu de semaine cette année. On a senti un relâchement parce que souvent, au bout d'un mois, ils n'en pouvaient plus. Ils ont pris 2-3 jours et après il a fallu reconquérir, en quelque sorte, repartir. Ça n'a pas été simple pour eux. Ce soutien aux collectivités, ensuite, s'est exprimé de 2 manières. D'une part, remettre en ordre tout ce qui était sécurité et salubrité. Et donc, il a fallu intervenir sur les stations d'épuration, trouver des stratégies pour les faire fonctionner à minima dans des conditions totalement dégradées, et de mettre en place aussi tout ce qui était dispositif de subventionnement. Subventionnement qui a un cadre national, qui a des textes, mais là, il fallait l'adapter par rapport aux promesses nationales, par rapport aux évaluations qui ont été faites par les inspecteurs généraux de l'administration, qui sont venus le 8 et 9 juillet. Alors, au quotidien, qu'est-ce que ça donne? Nos officiers qui étaient en place dans les 8 plus 2 communes, ils avaient des fonctions de coordination, d'abord de compte rendu, ensuite la synthèse, de formaliser aussi les méthodologies, c'est-à-dire d'observer ce qui se passait de bon, de bien dans une des communes, débriefing le soir pour pouvoir rediffuser cette action dans les autres communes. Parce qu'on se retrouvait face à un problème qui avait déjà été bien traité d'un côté, donc faire passer l'info aux autres et redescendre en fait. Et là, je pense qu'on a gagné énormément de temps. Pas réinventer l'eau chaude d'une commune à l'autre. Hiérarchiser ensuite et formaliser dans un cadre unique tout ce qui est demande. Toutes les demandes étaient communes en quelque sorte. Après, le problème c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle la balance dans notre métier. On a des forces, hein, on a des besoins. Est-ce qu'on va arriver à couvrir ou pas? Donc malheureusement, il a fallu, à partir de cette hiérarchisation, faire des choix. Certains ont été servis, d'autres pas. Puis identifier des thématiques. Je sais que la première fois que je suis descendu sur le terrain, au bout de quelques jours, j'ai vu des taches bleues de tous les côtés, partout. Les taches bleues, des bouteilles de gaz, il y en avait de tous les côtés. Donc là, il y a quelque chose qui avait apparemment échappé à nos collègues, et il a fallu organiser le ramassage, enfin tout au moins la récupération de toutes ces bouteilles. Ces bouteilles de gaz, ça flotte parce qu'elle est vide, et c'est potentiellement quelque chose de dangereux. La fonction moyen, rechercher les moyens nécessaires, trouver les méthodes. Tout simplement, à un moment, on s'est retrouvé confronté dans le secteur agricole à des produits phytosanitaires qui avaient été lâchés, mouillés, endommagés. Bon, les gars ont réussi à comprendre comment ça devait fonctionner. On s'est aperçu très vite que, en fait, les fournisseurs, les producteurs de phytosanitaires ont un système de récupération. Donc, plutôt que de s'embêter à tout rassembler, à mettre en place une chaîne, en fait, c'est sécuriser les produits quasiment sur place en bord de champ, et dans les mois dans les semaines qui ont suivi, les organismes qui sont en charge de ce type de produits ont avancé leur tournée de récupération, des tournées qu'ils organisent de façon normale. Fonction de contact et de terrain aussi, donc on en a parlé, tout ce qui était bon d'un côté, on a essayé de le transférer ailleurs, et aussi amener des réponses très ciblées. Par exemple, on sait qu'on a des équipes spécialisées côté sapeurs-pompiers qui sont capables de monter des étaiements. Donc il y a toute une série d'étaiements dans le cimetière de Trans, par exemple, ou sur les arcs, qui ont été mis en place par nos gars directement. Bel exercice pour eux, parce que les étaiements, normalement, on en fait peu souvent, on en fait beaucoup en formation, beaucoup en instruction, jamais en opération. Autre point aussi, on parlait tout à l'heure des services industriels, EDF, vous savez que depuis 1999, ils ont un dispositif de réaction rapide, une force de réaction rapide, sans jeu de mots, et je crois qu'on était à 250 à 300 groupes au bout de 3 jours installés, hein, c'est à peu près ça. Pour la répartition des moyens aussi, on a demandé à nos officiers de s'intéresser à d'autres choses que là où on les emmenait pour les reconnaissances. C'est-à-dire que petit à petit, on a identifié toute une série de chantiers orphelins. Monsieur Tardif, général, tout à l'heure, vous parliez de personnes qui restent dans leur coin, hein, qui ne réclament pas aide financière ou même aide matérielle. Et le simple fait de parcourir nous a permis de détecter des personnes qui étaient vraiment dans une situation de détresse morale, physique, matérielle énorme. Et la coordination qu'on a pu amener, c'est de justement identifier et de mettre en balance ces besoins non exprimés avec
des forces de bénévoles. J'ai en mémoire 2-3 personnes comme ça, dans la plaine entre Puget et Fréjus, où ils avaient été totalement submergés, et on a pu, dans les 3 jours qui ont suivi, régler ces petits problèmes. Les gars, je les ai rencontrés plus tard, je peux vous confirmer qu'ils sont repartis, que l'entreprise est totalement repartie. Autre chose aussi, les services, les contacts qu'on avait avec les gestionnaires de réseau, les stations d'épuration, en fait, le problème d'épuration vient après l'eau potable, dans la démarche. Simplement, quelques petits coups de fil à droite et à gauche et dire, bon, ben, ok, la station d'épuration de telle commune, je ne peux y aller à pied, je ne peux pas y accéder, il faut qu'on nous crée 1000 mètres de piste. Avec les services du Conseil général, la solution, en gros, dans les 3 jours, ça a été réglé. Donc, toute cette coordination, en fait, ça a été vraiment le boulot initial de la norme. Alors, petit à petit aussi, ces officiers ont été courroie de transmission entre toutes les décisions du préfet, formalisées par un courrier, et transmises directement aux maires, aux élus. Et là, ça franchit de la poste, c'est sûr, hein, mais ça permet de cibler l'information, de répondre, de recueillir éventuellement une question et de remonter le problème vers le service compétent, le service de l'État compétent. Soutien aux collectivités, donc on revient dessus. La consigne qui a été donnée à tous ces personnels, c'est premièrement écouter. Deuxièmement, ne rien décider. Ils n'étaient pas en position de décision. Ne pas promettre, ne pas s'engager, parce qu'il y a une structure aussi qui va répartir. Rendre compte, renseigner dans les 2 sens. Et ils ont été volontairement choisis dans d'autres départements en exception. J'ai toujours pas compris pourquoi, si vous me permettez. Volontairement choisis dans d'autres départements dans le cadre des missions d'appui de la sécurité civile qui sont déjà préexistantes, lorsqu'on envoie des personnels de sécurité civile en extérieur, en opération extérieure. Donc il y a un module d'appui de sécurité civile qui est envoyé, ces structures de coordination. Donc c'est des collègues du 06, du 13 et du 84 qui sont venus nous assister en quelque sorte. Pas dans le dispositif de secours, pas impliqués dans la gestion quotidienne. Donc, en quelque sorte, découvrir à la fois le terrain, mais peut-être que cet œil neuf, cet œil frais, qui n'avait pas vécu la crise, a été extrêmement important, puisqu'ils apportaient un regard totalement neutre, totalement hors de toute relation au quotidien, préalable et future. Et cette neutralité a certainement été d'un grand secours pour tout le monde. Alors, à partir du 9 juillet, c'est une première étape de la MAO, puisque à partir de ce moment-là, on n'a plus de moyens, on n'a plus de force. Donc on reste sur les fondamentaux, le recensement, l'écoute et le soutien aux collectivités. Et là, on rentre dans une autre forme de crise, la crise administrative en quelque sorte. Il va falloir essayer de faire le lien entre les actions civiles et puis les besoins des communes. Alors cette partie-là qui démarre le 9 juillet, on a encore quelques problèmes d'accès, d'assainissement, de téléphonie. La mairie du Nuit, je crois, est restée sans téléphone pendant presque 3 semaines, parce qu'ils avaient choisi un opérateur alternatif. On a des problèmes d'hébergement d'urgence, mais des problèmes d'hébergement aussi qui vont aller sur le long terme. Donc ça c'est simplement une photo de la motte du lotissement qui a été le plus touché, qui a été impacté par la Naturlie. C'est des villas qui manifestement vont être détruites. Les problèmes d'eau sont peut-être loin derrière, mais ils sont toujours là. Et cette crise qui démarre d'assistance, en fait, c'est d'arriver à identifier tous les dégâts aux biens dignement assurables. Une route n'est pas assurée par une collectivité. Une station d'épuration, généralement, n'est pas assurée. Et ces impacts-là, le travail de coordination de l'agent de la DDTM et de l'agent de la sous-préfecture de Valinor qui était là en place, a permis de mesurer 148 millions d'euros de dégâts. Il a fallu ensuite aider les communes à monter ces dossiers sur 2 programmes. Un programme qui s'appelle le programme 122, qui est un programme d'assistance, de subventionnement des collectivités prévues pour les catastrophes naturelles, et le programme 128, qui est un programme d'urgence. Donc là, on avait une enveloppe de 3 millions, sur lesquels on était allé chercher de l'aide aux personnes, mais aussi la négociation, la remontée d'informations qui a été faite au travers du dispositif a montré qu'il y avait des besoins urgents qu'on ne savait pas résoudre rapidement. Problème de déchets, problème d'embac dans les cours d'eau. Et donc, qui dit problème d'embac dit que la course contre la montre s'est engagée pour sécuriser les cours d'eau avant la première grosse pluie.
Et la négociation entre le préfet directement et l'administration centrale a permis de faire une première, puisqu'on a utilisé ces crédits d'urgence pour ce motif, pour cette éradication d'embacs. Alors, les embacs artificiels et naturels, on ne peut pas penser qu'un artificiel, on a parlé de voiture tout à l'heure. On a eu 5 bus qui ont pris la route, enfin qui ont pris l'eau plutôt, qui ont flotté sur à peu près 400 mètres. Bon, ils étaient coupés, il a fallu quand même 3 manœuvres de plus 100 tonnes pour pouvoir les sortir, plus une pelle. Mais voilà le genre de problème concret, très concret qu'on a eu à résoudre. Je crois qu'on avait 9200 voitures, je crois qu'on était sinistrés, d'après les chiffres. À un moment, sur les différents parcs, à Draguignan, à Roquebrune, on était à 3200 voitures rassemblées, récupérées dans la rue, ramassées, en quelque sorte à évacuer. Donc là, après, c'est des rencontres tout à fait informelles, des fois avec M. S, pour dire qu'il nous en reste encore 200-300, on passe le fichier de ce qu'on avait pu. Et puis j'ai vu que dans les semaines qui ont suivi, ça a permis certainement aux différents assureurs d'identifier la position. Et là aussi, de temps en temps, il faut se battre il faut se bagarrer un petit peu avec les communes pour dire qu'il faut les rassembler, il faut les identifier, il faut les localiser à l'intérieur du parking pour faciliter le travail des experts, sachant qu'une voiture appartient à une personne et que cette personne elle a peut-être besoin tous les jours pour les travailler, et tant que le dossier n'est pas bouclé, il n'a pas de remboursement. C'est des petites choses. Les déchets, les déchets, ça commence par ce que vous mettez devant votre habitation, et en espérant que la collectivité s'en occupe. C'est des déchets aussi, ça c'est un clin d'œil, c'est les caravanes de la plaine de l'Argence, où on a eu de longues discussions avec le général. Et c'est aussi le relais ensuite avec les 4 chantiers. Alors en gros, ça c'était la situation au 30 juillet. 55 voitures, 9 bus, quelques dizaines de kilomètres à la fois sur la nature vie, sur l'Argence, et des opérateurs à trouver, des opérateurs techniques qui vont faire le relais.